Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui, ici à Aix-en-Provence et en agence. Alors, le mois dernier, on s'est déjà retrouvés au mois d'octobre pour Octobre Rose et pour la lutte contre le cancer du sein. Le mois de novembre avec Movember, c'est un moment privilégié pour la sensibilisation sur les cancers masculins et notamment le cancer de la prostate. Alors, vous savez que notre groupe s'engage pour la lutte contre le cancer, pour soutenir la recherche, pour contribuer à vaincre cette maladie. Alors, nos actions se concrétisent par des partenariats et du mécénat avec l'Institut Paoli Calmette, Gustave Roussy, Léon Bérard. On travaille aussi avec l'ARC et l'hôpital privé de Provence. Et on souhaite bien sûr continuer à développer nos actions. Alors, pour nous informer, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur David Bariol, qui est chirurgien urologue à l'hôpital privé de Provence. Donc, je vais vous laisser la parole. Bien sûr, après la présentation du docteur, nous aurons un temps d'échange, aussi bien en agence que dans la salle. On vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Et puis, je tiens à remercier en tout premier lieu le groupe Ortec de me permettre et de donner l'occasion de m'exprimer, de présenter un petit peu ce qu'est le cancer de la prostate. Et donc, merci également d'être aussi nombreux. Je suis assez impressionné par le nombre de personnes. Voilà, on va parler du cancer de la prostate, puisque nous sommes au mois de novembre. Le mois de novembre, comme certains le savent, c'est le mois de Movember. Movember est une action en fait solidaire qui s'est développée au début des années 2000, en Australie en particulier, et qui a pour vocation de motiver une quantité de personnes autour des maladies masculines, et en particulier du cancer de la prostate. Et le signe distinctif des gens qui étaient engagés et qui sont engagés dans le mouvement Movember se laisse pousser à ce moment-là une belle moustache. Et c'est pour ça que nous reviendrons à la fin de cette présentation sur notre action solidaire ici sur Aix, qui est la course des bacchantes. Voilà, donc on va parler du cancer de la prostate. Alors, voilà, un bref résumé. D'abord, il faut savoir que le cancer en France aujourd'hui, c'est plus de 400 000 personnes chaque année touchées par le cancer. C'est la première cause de décès en France, devant les maladies cardiovasculaires depuis quelques années. Ensuite, le cancer de la prostate, c'est très particulier parce que c'est le premier cancer chez l'homme en France. À travers le monde, c'est le deuxième cancer, mais en France, dans les pays occidentaux, ça reste le premier cancer. Il faut savoir que le cancer de la prostate, selon les dernières statistiques de l'OMS, c'est plus d'1 million, 1 300 000 personnes touchées chaque année par le cancer de la prostate. En France, cancer de la prostate, en moyenne, c'est 50 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France. C'est colossal. Heureusement, ces cancers de prostate sont diagnostiqués à un stade précoce. Plus de 80% de ces cancers sont diagnostiqués à un stade précoce, c'est-à-dire à un stade où le cancer est encore localisé dans l'organe. Et ça, grâce à un dépistage. On va en discuter tout à l'heure sur les moyens de dépistage. Il faut savoir que le cancer de la prostate, malheureusement, commence à toucher les hommes à partir de l'âge de 50 ans. Et pour ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer de prostate, c'est à partir de 45 ans. On voit maintenant, et de plus en plus, de jeunes autour de 48-49 ans touchés par le cancer de la prostate. Hop là. Voilà, donc, hop là, non, là je suis trop avancé. Voilà. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est l'âge. Puisqu'à partir de 50 ans, malheureusement, la prostate, au lieu d'involuer, au contraire, évolue, se développe, s'hypertrophie. C'est plus de 90% des pathologies prostatiques, mais également dans l'ensemble des pathologies prostatiques, il y a 10% des pathologies prostatiques qui vont évoluer vers le cancer. Il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure également, les antécédents familiaux de cancer de la prostate. Alors attention, antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'il faut avoir un père, un oncle, un frère touché par un cancer de la prostate, mais âgé de moins de 70 ans. Parce qu'après 80 ans, c'est un cancer qui est assez commun et on ne peut pas véritablement le prendre comme un antécédent familial.
Il faut également noter le cancer du sein, mère, sœur, tante, qui représente un facteur de risque de cancer de prostate chez l'homme. Alors évidemment, la recherche a permis de préciser un petit peu les gènes qui peuvent favoriser ce type de cancer. Il y a le BRCA1 et BRCA2. Ce sont des gènes que l'on retrouve également dans le cancer du sein. Ces problèmes, ces délétions se retrouvent dans le cancer du sein, et donc, de toute façon, on trouve une similitude entre les deux cancers, celui de la prostate et le cancer du sein. Il y a l'origine ethnique également, que l'on est obligé de prendre en compte. L'origine africaine est un risque supérieur, et ça, en fait, on s'en est aperçu essentiellement aux États-Unis. On s'est aperçu que la population afro-américaine était beaucoup plus touchée que la population blanche aux États-Unis. Les Asiatiques, eux, sont en revanche moins touchés par le cancer de la prostate. Ceci étant, c'est quelque chose qui est en train de se modifier parce qu'ils ont un mode alimentaire qui s'occidentalise et donc qui semblerait être un facteur de risque important, et c'est pour ça que j'enchaîne là-dessus. C'est sur le risque alimentaire, manifestement, qui entre en ligne de compte comme facteur de risque du cancer de la prostate. Tout ce qui est viande et laitage. Et en fait, on s'en est aperçu tout simplement en superposant des cartes où l'on consomme énormément de viande et de laitage, et on voyait, en superposant ça avec la fréquence du cancer de la prostate, que c'était les pays où on consommait le plus de viande et de laitage, où il y avait le plus de cancer de prostate. Voilà. Il y a le mode de vie, évidemment, mais enfin, ça, c'est des choses assez classiques. On est tous d'accord pour dire que le tabagisme, la sédentarité, l'obésité sont des facteurs de risque de cancer, et ce sont des facteurs de risque sur lesquels on va pouvoir véritablement agir. Enfin, il y a un facteur de risque qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, et c'est à ce niveau-là qu'il y a le plus de travaux à l'heure actuelle. Ce sont sur les modulateurs endocriniens, en fait. C'est sur les pesticides, tout ce que l'on peut absorber dans notre alimentation, dans notre eau, et on s'aperçoit que véritablement ça a un impact sur le cancer du sein et également de la prostate. L'exemple le plus connu, je pense que vous avez tous entendu parler de l'intoxication, malheureusement en Guadeloupe-Martinique, avec le chlordécone, qui est un pesticide et qui a entraîné une explosion dans ces îles du cancer de la prostate. Et aujourd'hui encore, même si depuis 30 ans ce pesticide a été interdit, la terre est imprégnée et on a encore un taux de cancer de la prostate qui est colossal. Donc, alors, le diagnostic, ce diagnostic de cancer de la prostate, tout d'abord, on va commencer par un interrogatoire, et puis on va demander déjà si le patient a des troubles urinaires, mais également des antécédents familiaux de cancer. Et puis l'examen tant redouté par les hommes, parce qu'il y a encore une grande pudeur à réaliser cet examen et à franchir la porte du cabinet d'urologie, c'est le toucher rectal. Alors évidemment, à l'heure actuelle encore, malgré la promotion, malgré l'information, malgré tout ce que l'on peut faire autour du cancer de la prostate et du dépistage, j'ai encore des patients qui viennent me voir au cabinet et qui refusent de se faire examiner. Tout ça par pudeur, enfin je ne sais quelle raison, et ça reste dommageable pour eux. Et sans compter ceux qui ne franchissent même pas la porte de notre cabinet et qui ne veulent même pas entendre parler de cet examen. L'autre examen qui est connu depuis la fin des années 80, c'est la prise de sang, qui est le dosage du PSA, c'est une simple prise de sang. Le problème de cette prise de sang, de ce dosage de ce biomarqueur, c'est qu'effectivement, il est spécifique de la prostate, mais pas forcément du cancer. Donc il y a toujours un flou autour de ce biomarqueur dans la population, mais ça reste pour nous un élément important de faire cette prise de sang. Et théoriquement, elle est recommandée par toutes les sociétés savantes de commencer à faire cette prise de sang à l'âge de 50 ans. Et si on a des antécédents familiaux, à l'âge de 45 ans. Et c'est une façon d'amener le patient chez l'urologue s'il y avait une anomalie sur cette prise de sang. Et puis, lorsque le toucher rectal est anormal, lorsque le PSA est un petit peu monté, qu'est-ce que l'on fait ? On va faire des biopsies prostatiques. Des biopsies prostatiques, c'est-à-dire qu'on va aller faire des micro-prélèvements avec une aiguille dans la prostate,
pour faire analyser les cellules et faire le diagnostic de cancer. Et puis donc, depuis l'an dernier, grâce au groupe Ortec, je suis ce matin allé faire, j'étais au blog, j'ai fait cette photo, où le groupe Ortec nous a financé sur l'hôpital privé de Provence cet appareil d'échographie qui s'appelle le Coelis et qui permet en fait de faire des biopsies extrêmement précises de la prostate. Pourquoi ? Parce que finalement, jusqu'à présent, on faisait des biopsies un petit peu aléatoires au sein de la prostate. La prostate, c'est une boule. Hein. On faisait des biopsies aléatoires. Et depuis l'année dernière, grâce à cet appareil, on va pouvoir se servir des données de l'IRM de la prostate. C'est un examen qui est classique, qui va permettre de détecter la lésion suspecte au sein de la prostate. Et on va superposer les images de l'échographie et de l'IRM pour aller mettre l'aiguille exactement au bon endroit pour faire une biopsie précise et diagnostiquer ce qui est douteux et ce qui peut amener à un diagnostic précoce de cancer. Et ça, c'est important pour nous parce que finalement, on pouvait passer à côté de cancer ou alors on pouvait carrément surdiagnostiquer un cancer parce que quand on fait des biopsies aléatoires, on a parfois tendance à taper toujours un petit peu au même endroit. Et donc ne pas avoir exactement une bonne cartographie du cancer au sein même de la prostate. Donc cet appareil nous a permis de changer la façon de diagnostiquer le cancer de la prostate. Et ce qui en découle, c'est bien évidemment le traitement. Alors, franchis ce cap de la biopsie, qui là aussi est un examen intrusif, hein, puisque ça se fait par voie transrectale généralement. Alors, on endort les patients, je vous rassure tout de suite, mais ça aussi, psychologiquement, j'ai grand nombre de patients qui refusent cet examen quand ils connaissent le déroulé. Il y a l'imagerie classique, hein, après on fait un bilan d'extension. Quand le diagnostic est fait de cancer, on va essayer de vérifier à peu près si c'est un cancer qui est resté dans la prostate ou si c'est un cancer qui est parti à d'autres endroits, qui a métastasé. Donc on va faire un scanner, on va faire un TEP scanner. Alors il y a différents types de TEP scanner qui sont des examens métaboliques. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de cette également révolution radiologique, qui sont ces examens métaboliques où on injecte un produit métabolique qui va être consommé par la cellule, faiblement radioactif, et qui va aller se fixer sur des zones hyper actifs qui vont consommer énormément de cette molécule. Généralement, ce sont des molécules à base de glucose et on sait que les cellules cancéreuses consomment beaucoup de glucose. Et donc, en mettant un biomarqueur sur ces cellules de glucose, elles vont aller se fixer sur les zones suspectes de métastase et de cancer. Et ce sont des examens que l'on pratique de plus en plus couramment aujourd'hui en France, bien heureusement, qui nous permet d'avoir un diagnostic précis. À partir de là, on va pouvoir stadifier, ce qu'on appelle stadifier le cancer, c'est-à-dire voir si c'est un cancer qui est localisé, qui est un cancer développé localement, régionalement ou malheureusement qui s'est généralisé. Et donc, on va arriver schématiquement à deux types de cancers, le cancer de prostate localisé et au cancer de prostate métastatique. Voilà. Alors, schématiquement, deux cancers, un cancer dans la prostate ou très faiblement évolué, ou alors un cancer qui est malheureusement parti ailleurs. Pour le cancer localisé de la prostate, donc première entité, c'est là où c'est 80% heureusement des patients, et c'est à ce stade-là qu'on va avoir les meilleurs résultats pour guérir les patients. Et alors guérir les patients, évidemment, on passe par des traitements généralement agressifs, invasifs, qui le deviennent de moins en moins grâce au progrès de technologie, mais qui restent les deux traitements piliers du cancer de la prostate aujourd'hui localisés. Ça reste la chirurgie, une chirurgie où on va enlever la prostate, une chirurgie bien heureusement robotique, où on va enlever la prostate donc avec un robot, donc avec une précision pour enlever la prostate qui est merveilleuse, hein, qui connaît un petit peu toutes les étapes. Et puis également, il y a la radiothérapie. C'est également un traitement que tout le monde a entendu parler, hein, une radiothérapie. On va brûler par des radiations ionisantes l'organe. Et là aussi, il y a des progrès technologiques qui font que ces traitements par radiothérapie sont de plus en plus précis, avec de moins en moins d'effets secondaires. Après, il y a des nouvelles thérapies, hein, et comme on touche à la virilité de l'homme, quand on touche à la prostate, évidemment, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le traitement focaux. C'est-à-dire on va traiter juste une toute petite partie de la prostate pour éviter de toucher ce qu'il y a autour
et en particulier les nerfs érecteurs, puisqu'à côté de la prostate, il y a les nerfs érecteurs qui passent. Et donc, en traitant juste une toute petite partie de la prostate où se trouve le cancer, on va traiter le cancer et on ne va pas toucher ces nerfs érecteurs. Voilà. C'est de la théorie. En pratique, c'est un petit peu moins vrai pour l'instant, mais c'est le sens des traitements à venir du cancer de la prostate. Donc, pour récapituler, cancer localisé de la prostate, on va s'orienter vers des traitements de plus en plus mini-invasifs, de moins en moins agressifs, compte tenu du risque d'atteinte du problème d'érection et également des troubles urinaires tels que les fuites urinaires, mais qui sont de moins en moins fréquents. Deuxième entité, je l'ai dit tout à l'heure, cancer de la prostate localisé, là maintenant, cancer de la prostate avancé ou métastatique. Alors, malheureusement, quels sont les sites métastatiques? Ce sont les ganglions, les os, parfois les poumons, mais ce sont essentiellement les os et les ganglions. Et malheureusement, c'est là où on va avoir le plus de symptômes quand il y a une atteinte osseuse. C'est souvent des patients qui, malheureusement, viennent pour des douleurs osseuses, costales, vertébrales, avec un PSA normal que leur médecin a fait faire. Et c'est des situations qui sont un petit peu difficiles parce que ce sont généralement des patients qui ont déjà des douleurs, qui sont déjà symptomatiques. Je ne vais pas dire que c'est déjà trop tard grâce au progrès technologique, mais c'est déjà un stade avancé qui va être beaucoup plus compliqué à gérer. Et bien heureusement, donc, moi quand j'ai commencé mon métier il y a 23 ans, malheureusement ce type de patient avait 2 ans en moyenne, entre 1 et 3 ans de survie. On savait qu'1 à 3 ans après, malheureusement, il ne serait plus de ce monde. Et aujourd'hui, grâce à des progrès thérapeutiques qui sont merveilleux, qui sont absolument incroyables, on a maintenant une chronicisation de cette maladie, qui était une maladie fatale, qui maintenant ne l'est plus tant que ça. Même si, comme je l'ai dit tout au début, il y a environ quand même 8000 décès encore du cancer de la prostate par an en France. Alors on va avoir à faire des chimiothérapies, mais la chimiothérapie, ça devient presque ringard maintenant. On a des hormonothérapies qui sont de plus en plus spécifiques au cancer. Ça se trouve les hormonothérapies de 2e génération. Il y a des traitements anticancéreux qui vont agir donc sur des délétions géniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le BRCA1 et 2. Il y a également ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire que désormais, la technicité médicale permet, en fonction des résultats de la biopsie prostatique et de certains défects enzymatiques, on va pouvoir apporter un traitement, ce qu'on appelle une thérapie ciblée, qui va aller traiter simplement cette enzyme défectueuse ou au contraire en surabondance. Et donc ça va permettre de ralentir ou de stopper l'évolution du cancer. C'est vraiment... C'est la prochaine étape, le prochain step, c'est le traitement personnalisé. Le traitement personnalisé, c'est-à-dire qu'en fonction de votre biopsie et du type de cancer, on va pouvoir aller vous donner une molécule, un traitement qui va être spécifique à votre cancer. Et ça, c'est dans les 10 ans à venir, c'est probablement ce qui va se faire. Et c'est le grand progrès, surtout pour ces cancers de prostate évolués. Mais je parle pour la prostate, mais c'est valable pour tous les autres cancers. C'est cette thérapie ciblée. Et enfin, il y a l'immunothérapie. Alors, malheureusement, pour le cancer de la prostate, pour l'instant, l'immunothérapie, c'est 0. Pour l'instant, il n'y a rien. Toutes les études ne sont pas positives, mais probablement qu'il y a des progrès à faire. Mais l'immunothérapie, alors on en entend parler, j'ai des patients qui viennent. Malheureusement, l'immunothérapie aujourd'hui n'apporte rien pour le cancer de la prostate, certainement dans l'avenir. L'autre spécificité de ces cancers de prostate métastatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les patients qui viennent, qui ont parfois des douleurs osseuses, qui ont des douleurs articulaires. Et donc, on va faire des examens qui vont permettre de diagnostiquer là où se trouvent les métastases au niveau des os. Et grâce à la radiothérapie, ce qu'on appelle stéréotaxique, c'est-à-dire une radiothérapie très précise, on va aller pouvoir brûler ces métastases. Et ça va permettre de soulager, à la fois de traiter le cancer, mais également de soulager très rapidement les patients. Et là aussi, c'est un progrès immense. C'est quelque chose qui est développé depuis 4-5 ans grâce à l'évolution technologique des appareils de radiothérapie. Voilà, donc un immense progrès à venir. Alors, voilà, là on est à une phase de diagnostic, on a traité les patients, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc on traite, on guérit de plus en plus souvent, ou on chronicise la maladie, et donc maintenant l'objectif,
c'est au-delà des traitements, c'est d'aller plus loin, c'est d'essayer d'accompagner les patients positivement, c'est-à-dire, bon voilà, vous avez cette maladie, vous avez été guéri ou en phase de guérison, ou cette maladie est devenue chronique grâce au traitement, mais ces traitements ont des effets secondaires tout de même. Eh bien, on va vous aider à aller plus loin. On va vous aider par des suivis cardiologiques qui sont importants parce que les traitements ont souvent un impact cardiologique, mais il y a également des mesures diététiques, alimentaires, des conseils alimentaires qui sont très précieux et qui peuvent améliorer énormément la qualité de vie des patients. Il y a l'activité physique spécifique, bien adaptée pour chacun, et c'est ça aussi la difficulté, c'est de trouver la bonne activité physique qui va permettre aux patients d'être bien dans leur peau, d'être bien dans leur corps et d'être bien dans leur tête. Et là, nous, on est en train de développer au sein d'un petit groupe, développer une petite start-up qui nous permet en fait progressivement de proposer une réadaptation physique aux patients et bien spécifique à chaque individu, et c'est ça l'intérêt. Il y a la sexologie, évidemment, puisqu'on parle du cancer de la prostate. Et donc, généralement, quand on parle de cancer de la prostate, on dit « Allez, c'est terminé, plus d'activité sexuelle », ce qui est plus complètement vrai grâce au traitement. On a des traitements qui sont efficaces à ce niveau-là. Là aussi, la médecine a apporté beaucoup, les médicaments apportent beaucoup de choses. Et donc, il y a aussi ce support psychologique et médicamenteux. Et puis, bien évidemment, il faut accompagner ces personnes, souvent par des oncogériatres, etc., qui vont donner des conseils sur les associations médicamenteuses, sur ce qu'ils peuvent associer ou pas associer. Vous me dites si je suis un petit peu long. Hein. Voilà. Donc, il en découle donc, de tout ce que je vous ai dit, une action. Pour ma part, je me suis engagé en 2018 dans cette association. J'ai créé cette association, les Bacchantes Aix, pour pouvoir rejoindre un fonds de dotation et financer la recherche. Parce qu'en fait, la recherche a besoin d'énormément de moyens. Vous imaginez, au sein des laboratoires, du matériel que j'ai évoqué, que ce soit pour la chirurgie, la radiothérapie, du matériel très spécifique, très onéreux pour le diagnostic, pour le traitement, pour l'accompagnement. Il y a tout ce qui est études cliniques sur des nouvelles molécules, et c'est ça aussi qui est révolutionnaire, les phases 1, 2, 3, 4, qui sont chaque fois très coûteuses, ces études, et qui sont de plus en plus multisites, c'est-à-dire qu'avant on faisait ça sur un secteur, sur Marseille, sur Paris, etc. Maintenant ça se fait à travers le monde, donc on a besoin de faire voyager entre guillemets ces chercheurs, ces personnes, des moyens matériels, ordinateurs et autres, programmes et algorithmes. Voilà, donc on a besoin de beaucoup de moyens, d'où les actions solidaires que l'on mène depuis 2018 ici sur Aix avec la course des Bacchantes qui aura lieu ce dimanche à venir. Je crois que vous êtes 45 le groupe inscrits. Super, merci. C'est un beau soutien. Et d'ailleurs, juste une petite précision, c'est que j'ai été obligé d'arrêter les inscriptions ce matin. On avait dépassé les 2300 inscrits. Et bon, pour des questions d'assurance, de sécurité, c'est vrai qu'on ne peut pas dépasser 2300 inscrits. Donc je vous remercie de faire partie de cette action. Donc dimanche, on va avoir une course de 8 km dans le centre-ville d'Aix. Alors juste, j'avais mis en gras, pour revenir sur la recherche, les acteurs privés, les entreprises sont essentiels désormais dans cette recherche et dans le développement de la lutte contre le cancer de la prostate et du cancer en général, parce que on le sait, que ce soit le CNRS, les CHU ont besoin de moyens que l'État n'est plus en capacité aujourd'hui de fournir, et donc le secteur privé est essentiel pour faire avancer la médecine et traiter l'ensemble de nos citoyens, de notre population. Et donc, c'est un engagement, la responsabilité sociétale et des entreprises, on en a parlé, et le groupe Ortec est engagé très fortement dans cette action, et je vous en remercie. Et c'est à poursuivre, évidemment. Je vous encourage à poursuivre cette action. Et donc, voilà, pour en revenir à ma petite course de dimanche matin, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et donc, c'est également une façon pour moi
de récolter des fonds, donc de financer quelque chose qui est quand même important à mes yeux, mais en même temps un moment de partage, un moment d'échange. Alors d'abord avec les bénévoles qui sont autour de moi. On est 120 bénévoles, il y a une équipe de 120 bénévoles sur le parcours, vous les verrez. Et ça c'est important de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. En fait, ça nous permet de mélanger différents mondes et ça c'est incroyable. Et pour moi c'est aussi cette action qui est belle. Il y a également l'ambiance qui, je l'espère, sera tout aussi bonne que les années précédentes. Il y a 7 groupes de musique, il y a des enfants qui rient, des épouses qui accompagnent, tout âge court. L'année dernière, il y a un homme de 87 ans qui a couru et je lui ai remis un prix à la fin parce que j'étais émerveillé. 87 ans, il avait le sourire, il était encore en pleine forme au bout de 8 km et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis cette année, il y a une petite spécificité, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire entrer les enfants dans la course. Il va y avoir 2 courses de 5 à 7 ans et de 8 à 13 ans. Voilà, pour pouvoir joindre un petit peu cette course, prendre cette course familiale et heureuse. Pour finir, voilà, sur cette diapositive, voilà ce que l'on a réussi à récolter depuis 2012, parce que le fonds de dotation des bacchantes existe depuis 2012. Moi, je suis arrivé en 2018. On a réussi à récolter 540 000 euros. Aix-en-Provence, c'est un peu plus de 140 000 euros. Donc, je pense qu'on est une des villes les plus actives au niveau de ce fonds de dotation. Et cette année, on devrait finir l'étude que nous avons développée sur Aix, sur HPP en particulier, c'est-à-dire l'étude s'accomplir. Cette étude, c'est quoi? C'est apporter un soutien diététique, physique, psychologique aux patients qui viennent d'être opérés d'un cancer de prostate. Ça a été validé sur le cancer du sein, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'il y avait véritablement un bénéfice en termes de qualité de vie pour les patientes qui sont soutenues sur ces 3 points. Pour le cancer de la prostate, ça n'a pas été encore fait. Donc, on a lancé cette étude il y a 1 an et demi, financée donc, par le fonds de dotation. J'espère que dans 6 mois, l'étude sera finie. Nous avons déjà inclus 70 patients sur 100 que nous devons inclure. Et les premiers retours sont très positifs parce que quand je revois mes patients qui ont bénéficié de ce support, c'est les patients qui nous remercient. Il faut savoir que derrière une diététicienne, une psychologue, une équipe d'APA, voilà, donc tout un encadrement, tout un environnement qui vraiment apporte un réconfort à la fois physique et moral et donne l'impression aux patients, mais pas qu'une impression, permettent de sentir qu'ils sont pris en charge et considérés et que ce n'est pas juste un acte thérapeutique, mais qu'il y a toute une équipe autour d'eux pour s'occuper d'eux. Voilà, écoutez, je reste à votre disposition pour toutes les questions et je vous remercie encore pour votre écoute et puis pour l'intérêt que vous avez pu porter à ce sujet qui est un petit peu particulier et très masculin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Un temps d'échange peut-être dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? On a déjà une question des agences sur la prévention. Alors, est-il conseillé de se faire dépister à partir de 50 ans? Et je suppose qu'il est possible de faire des contrôles avant, si on le souhaite, avec l'accord de son médecin traitant. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il est fortement recommandé, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qu'à partir de 50 ans, on puisse faire un dépistage du cancer de la prostate. Ça passe... Alors, à partir de 50 ans. Avant, ce n'est pas forcément recommandé, sauf quand on a des antécédents familiaux de cancer à l'âge de 45 ans. Voilà. Pas de questions? Oui. Oui. Alors, si le premier toucher rectal et le dosage du PSA sont totalement assurés, on peut l'espacer tous les 2 ou 3 ans. Si il y a certains signes à la fois cliniques et si le PSA est un petit peu douteux, il est recommandé de le faire annuellement.
Et oui. Et donc, évidemment, ça nécessite un passage régulier, voir l'urologue, un examen, une échographie, un toucher rectal et une prise de sang, bien sûr. Ça peut aller même tous les 6 mois ou 3 mois selon les situations. Mais oui, tout à fait, il y a un suivi qui doit être assez serré. Les thérapies focales, ultrasons, laser, sont-elles accessibles à tous les patients? Non. Non, alors ce n'est pas accessible à tous les patients. Il faut des cancers qui sont vraiment localisés à un endroit dans la prostate. Ça répond également à certains critères, c'est-à-dire que souvent ces traitements focaux sont encore en cours d'étude et ne sont pas encore validés totalement. Je parle pour la France. Pour les États-Unis, c'est un petit peu plus lax, mais enfin en France, ils rentrent dans des cadres d'études. Donc on ne s'adresse pas à tous les patients selon l'âge, selon le type de cancer, selon l'agressivité du cancer, etc. Donc ça existe. Ce n'est pas pour tous les patients. Pas de questions dans la salle? Les enjeux de la prévention, comment on peut développer la prévention? On parlait de tabou, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, en fait, la course des Bacchantes fait partie, et le mouvement Movember font partie de ces actions qui permettent un petit peu permettre d'échanger, de parler du cancer à la prostate et essayer d'expliquer aux hommes que finalement tout le monde peut être peut-être touché par ce problème et qu'il n'y a rien de honteux. Évidemment, on va toucher à la virilité de l'homme si on venait à aboutir à un traitement, ou alors ce fameux toucher rectal qui peut être gênant pour certains, leur expliquer que c'est rien du tout. En fait, le dépistage est quelque chose de banal, c'est médical et que il faut ranger un petit peu nos pensées anciennes dans un coin. Comme quoi, la solidarité entre les sexes existe, et chez Ortec en particulier. Donc je pense que toi, en tant que docteur, ça doit te ravir, non? Effectivement, mais pour répondre et pour aller dans ce sens, il y a en fait celles qui poussent les maris ou leurs pères à aller voir le médecin, et l'urologue en particulier, ce sont les épouses, et elles accompagnent et elles poussent à ce diagnostic, et c'est très vrai. Et d'ailleurs, sur la course, 50% des coureurs sont des dames et se font grimer des petites moustaches, et elles sont très... Heureusement qu'elles sont là pour encourager à cette action. On nous demande de nous rappeler les premiers signes inquiétants. Alors, théoriquement, si on veut un dépistage précoce, il ne faut pas qu'il y ait de signes. Il ne faut pas qu'il y ait de signes. C'est-à-dire que c'est normalement sur un dépistage, un toucher rectal et un dosage du PSA. Mais si malheureusement on commence à avoir des signes urinaires ou malheureusement des douleurs osseuses, articulaires, alors là, ça devient déjà des signes, des stades un petit peu avancés. Donc, théoriquement, c'est pour ça que le dépistage, et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de symptômes. Si on a des symptômes, c'est déjà, en général, un stade avancé. Plus de questions? Si. Oui. Sur le traitement, en fait, à partir du moment où le cancer est avancé, en gros, vous disiez qu'il y avait moyen de soigner, ou en tout cas de vivre avec. C'est quoi les pourcents de chances de survie? C'est difficile d'établir. Chaque individu est bien différent, évidemment, la maladie également. Mais on sait que pour les cancers qui sont métastasés d'emblée, c'est-à-dire que le diagnostic est fait et avec des métastases osseuses ou ganglionnaires, l'espérance de vie était réduite. Aujourd'hui, en fait, il est de moins en moins possible de donner une espérance de vie théorique chez ce patient, parce que comme il existe désormais plusieurs lignes de traitement, mais plusieurs, quand je dis, c'est 5, 6, 7 lignes de traitement, alors qu'avant on en avait une, peut-être deux. Là, donc, difficile de dire à chaque étape comment le patient va répondre, comment ce cancer va répondre. Et en plus, avec les nouveaux traitements qui agissent au niveau génique sur les défects géniques, là aussi, on a des énormes progrès, c'est-à-dire des patients qui pouvaient répondre pendant 6 mois, 8 mois à un traitement. Maintenant, on se retrouve avec des traitements, des fois, qui sont efficaces pendant 2 ans ou 3 ans,
Donc on change complètement l'espérance de vie, d'autant plus que ce sont des patients qui ont 70, 75, 80, 85 ans. La question que l'on se pose désormais, c'est quel est l'ordre d'administration de ces traitements et aussi la tolérance en fonction de l'âge de ces traitements. Et les nouveaux traitements, là aussi, ils sont étonnants parce que chez les personnes qui ont 84, 85, 88 ans, c'est des traitements qui sont super bien tolérés. Donc on est plus maintenant sur la tolérance que sur l'espérance de vie. On nous demande quels sont les signes urinaires qui peuvent générer un cancer de la prostate. Alors, les signes urinaires pour un cancer de la prostate sont relativement rares. C'est même très rare. Quand on a des signes urinaires, c'est généralement lorsqu'on est porteur d'un adénome de la prostate, ça c'est strictement bénin. C'est-à-dire que la prostate bloque le canal de l'urètre, l'évacuation de l'urine, ça engendre des troubles urinaires, donc des difficultés pour uriner, parfois du sang, des brûlures, etc. Le cancer de la prostate, lorsqu'il est très évolué localement, c'est-à-dire lorsque toute la prostate est envahie, généralement ça entraîne des douleurs pelviennes et effectivement ça peut également entraîner des difficultés pour uriner. D'où l'intérêt du toucher rectal, parce que c'est à ce moment-là où on va faire la distinction entre le cancer de la prostate, où la prostate va être très très dure et va envahir toute la vessie et toute la prostate, et simplement l'adénome prostatique qui est strictement bénin et qui engendre à peu près les mêmes symptômes. Bonjour. Voilà, j'avais une petite question. Pourquoi ce cancer, c'est on va dire, cet organe est véritablement le plus touché dans toutes les maladies cancéreuses que les hommes ont? Est-ce que la science nous permet de savoir pourquoi la prostate est particulièrement touchée, quoi? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est un organe qui vieillit mal. Qui vieillit mal. En général, la plupart de nos organes en vieillissant s'atrophient. Lui, c'est le seul qui va s'hypertrophier globalement. Et c'est un organe glandulaire. Ces glandes vieillissent vite, malheureusement, et donc sont susceptibles à dégénérer. En plus de ça, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est spécifique à certaines ethnies et à une certaine mode alimentaire. Donc, il y a un facteur génétique, c'est évident, mais en plus de ça, il y a le vieillissement de la population, et puis il y a notre façon de boire et manger. Et je pense que dans les pays occidentaux où se développe le cancer de la prostate, il y a beaucoup trop de consommation de viande rouge, de viande en général, et de laitage, qui sont des facteurs qui ont stimulé tout ça. En plus de ça, on a un environnement qui est de plus en plus pollué, avec tout ce qui est modulateur endocrinien, c'est-à-dire que ça peut engendrer un peu plus de sécrétion d'aldostérone et donc un peu moins de testostérone, et donc ça peut modifier la prolifération cellulaire. Donc là, on rentre dans des processus qui sont liés à notre environnement, et donc c'est là où il faut avoir un comportement de plus en plus responsable. Quels sont les grands défis dans la gestion des effets secondaires? Alors, dans la qualité de vie. Qualité de vie, c'est là tout l'intérêt de notre étude et de ce que l'on développe, c'est-à-dire que les effets secondaires des traitements, on les connaît, c'est la fatigue, la perte de poids, c'est la mauvaise tolérance cutanée, enfin, les quantités de nausées, vomissements, etc. Et c'est pour ça que les soins de support diététiques et physiques sont fondamentaux. Et c'est là où on va pouvoir agir et améliorer les patients. On s'aperçoit que physiquement, si les patients reprennent et entretiennent une activité physique régulièrement, on sait que c'est des patients qui vont mieux résister au traitement et mieux résister aux effets secondaires. Et ça, c'est largement démontré. Vous avez parlé des différents facteurs. Est-ce qu'il y en a un qui est prédominant, que ce soit la génétique ou le mode de vie? Alors, le facteur prédominant, ça reste l'âge quand même. C'est-à-dire l'âge qui est quand même, à 80 ans, on dit 80 ans, 80% des hommes ont un cancer de la prostate. Donc c'est l'âge. Après, difficile de dire également qu'est-ce qui va favoriser. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a ces facteurs de risque. Après, il faut savoir quand même que malheureusement, dans le cancer,
la majorité des cancers, c'est malheureusement pas de chance pour l'instant. C'est quand même, il y a des facteurs de risque, mais la raison pour laquelle on a un cancer, c'est on ne sait pas. Il y a des gens qui ont une vie d'ascète, qui ne consomment pas de viande, pas de laitage, n'ont pas de facteurs familiaux, sont jeunes, etc., et vont développer quand même un cancer de la prostate. Ça reste quand même le premier facteur. Je crois que 30 à 40% des cancers sont favorisés par un élément extérieur, mais après, le reste, c'est un facteur à déterminer. Pardon, j'avais une autre question dans ce sens-là. En fait, vous parlez beaucoup de diagnostic chez des personnes de 50 ans et plus, ou 45 ans quand il y a des antécédents familiaux. Mais vous parlez aussi de l'évolution en gros, du fait que le mode de vie impacte aussi, on va dire, peut déclencher ce type de cancer. Sachant qu'on est quand même dans une époque où les modes de vie en termes de consommation ne sont pas forcément, alors peut-être pas partout, mais se dégradent. Est-ce que vous attendez à ce que ça augmente chez les jeunes prochainement ou dans des années, dans des décennies à venir, ou si c'est un facteur parmi d'autres voilà. Non, c'est un facteur parmi d'autres parce que je pense qu'au niveau du cancer de la prostate, on est stable en termes de nouveaux cas. Ça fait plusieurs années qu'on est autour de 50 000 nouveaux cas par an en France. Dans le monde, c'est à peu près pareil. Évidemment, les pays qui s'occidentalisent ont un taux de cancer de la prostate qui monte. C'est comme ça. C'est lié à notre mode de vie, comme je l'ai dit. Mais je ne pense pas aujourd'hui. Je pense qu'on est on a un bon rythme. Et là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est-à-dire que je pense que les jeunes sont plus conscients aujourd'hui de leur qualité de vie, sont plus à l'écoute de leur mode de vie, sont plus sportifs, font un petit peu plus attention à ce qu'ils mangent. Je pense que ça commence, je parle dans notre pays, et je pense qu'au contraire, on est un petit peu plus attentif à notre santé qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. On mangeait à peu près n'importe quoi, ou les pesticides, on y allait, etc. etc. Donc là, je dirais plutôt que les jeunes générations sont plus attentives à ce qu'ils font. C'est mon expérience là. Une prostatite est-elle un des premiers signes de faiblesse de la prostate qui peut aboutir à un cancer? Non. La prostatite n'est pas un signe et n'est pas un facteur de risque de cancer de la prostate. Donc même les personnes qui font des infections urinaires et des prostatites à répétition ça ne représente pas un facteur de risque de cancer. Deux questions. La première, j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait en faisant une analyse de PSA tous les ans. Bon, apparemment, ça ne suffit pas. Non. Ok. Non, mais c'est-à-dire que moi, c'est ce que je demande à mon médecin. Il m'a jamais proposé autre chose. Oui et non. C'est-à-dire que si le plus important aussi, c'est la cinétique du PSA. Évidemment, il faut avoir initialement un toucher rectal quand même, et après suivre le PSA régulièrement. Et c'est la cinétique du PSA. C'est-à-dire que si le PSA monte doucement, tranquillement, il faudra refaire un petit toucher rectal quand même. Oui. Deuxième question, un peu d'espoir. Il y a des vaccins, comme pour le papillomavirus et des choses comme ça qui existent. Puisqu'on sait que c'est un organe fragile, etc., est-ce qu'il y a des recherches en ce sens-là, histoire de protéger la prostate de ce genre de cancer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont développées? Alors, pour le cancer de la prostate, le vaccin, pas forcément en première ligne, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, parce que le vaccin, c'est quoi? C'est l'immunothérapie, quelque part. On va stimuler notre immunité. Voilà. Et pour l'instant, l'immunothérapie sur le cancer de la prostate n'est pas encore développée, parce que tout ce qu'il y a actuellement sur le marché n'est pas efficace. Ça va probablement venir, mais pas pour l'instant. D'accord? Mais oui, pour l'ensemble des cancers, le vaccin reste l'avenir. Une question? On va clôturer cette réunion. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.